Bonjour à toutes et à tous. Je suis François Decour, responsable des produits innovants de la société Stero. Et Olivier? Et donc Olivier Bernat, je suis le directeur technique de John Cockerill Environnement. Alors avec Olivier, nous sommes posé une question que tout le monde se pose régulièrement. C'est finalement quels sont les grands enjeux du traitement des eaux usées dans les villes pour les prochaines années. Énormément de pression sur un service de l'assainissement qui doit finalement accueillir absolument et accompagner la politique de la ville, sous peine de bloquer un petit peu toutes les décisions. Alors si ça marche, voilà. Alors tout d'abord, il y a effectivement une pression qui est liée à l'évolution réglementaire. Je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais encore demain, avec une nécessité d'augmenter la performance et la capacité des stations d'épuration, notamment, bien évidemment, en tenant compte aussi des nouvelles obligations qui vont arriver avec la future des rues. On a également une pression sur le service de l'assainissement qui est une pression foncière, qui est de construire et de réhabiliter des stations d'épuration dans des espaces qui sont toujours plus restreints, plus contraints, où il faut trouver des solutions malgré le fait que on a une densification importante des villes. Il faut accueillir les nouveaux projets et étendre les installations malgré tout. Et on a une pression qui est liée bien sûr aux investissements. C'est la problématique de tous et toutes les collectivités. C'est comment finalement dépenser les euros aux bons endroits, en dépenser le minimum, être le plus performant sur ces ouvrages et trouver des solutions toujours plus compactes qui permettent de limiter les investissements. Et puis on a la pression évidemment dans les services de l'assainissement sur les coûts d'exploitation et je ne citerai que l'énergie qui devient un élément extrêmement lourd pour faire fonctionner les services d'assainissement et les stations d'épuration. Alors du coup, face à tous ces enjeux, on voudrait proposer quelque chose, une solution basée sur le traitement aérobie qui met en œuvre les boues granulaires. Alors, du coup, Olivier, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les boues granulaires ? Alors absolument. Donc on va vous parler aujourd'hui donc d'un procédé que nous avons mis au point depuis maintenant quelques années et que nous commençons à distribuer plus largement. Donc le procédé Biflow AGS pour l'acronyme de Aerobic Granular Sludge. Et donc il s'agit de boues granulaires aérobie, on l'a dit, avec la particularité de fonctionner en flux continu. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent que les procédés à boues granulaires aérobie sont déjà bien présents dans le monde de l'épuration, du traitement des eaux usées, mais plutôt avec des procédés discontinus en Sequencing Batch Reactor, en SBR. Et la particularité du procédé qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est de fonctionner à flux continu. Alors, pour commencer par les bases, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que ces boues granulaires et donc ces granules. Alors les boues granulaires dans l'épuration, c'est déjà une vieille histoire, puisqu'elle a commencé il y a plus de 40 ans de ça, avec les boues granulaires anaérobies à l'époque. Donc c'est des développements qui ont démarré aux Pays-Bas, l'université de Wageningen, avec le professeur Lettinga. Ça s'est imposé depuis ces 40 ans dans le traitement des eaux usées industrielles, des eaux fortement chargées. Les boues granulaires aérobies qui nous occupent aujourd'hui, c'est une histoire plus récente, puisqu'elle a commencé il y a une vingtaine d'années. Et elle commence peu à peu à s'imposer comme une véritable alternative aux solutions traditionnelles que sont les boues activées.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un granule aérobie? Alors, il y a plein de définitions qui existent, hein. Il y en a une que j'aime bien et qu'on a repris littéralement ici, hein, qu'on doit à Cédric Caudan dans son travail de thèse. C'est les granules sont des agrégats bactériens en suspension, comparables aux flocs, mais, et c'est là où c'est bien sûr intéressant, de structures plus homogènes, arrondies et compactes. Et je me permets de rajouter, et qui présentent des vitesses de décantation, de sédimentation plus élevées, on pourrait dire nettement plus élevées. Donc, des agrégats bactériens, et de fait, dans les granules aérobies, on retrouve des consortiums bactériens qui sont relativement semblables à ceux des flocs de bois activés, avec quelques spécificités. Hein, avoir par exemple plus d'organismes accumulateurs du phosphore, hein, les fameux PAO, qui contribuent à la structure des granules. Mais sinon, il y a une diversité microbienne qui est assez semblable à ceux des flocs. Mais ces consortiums bactériens, ils sont prisonniers d'une gangue formée de substances polymériques extracellulaires, les fameux EPS, Extracellular Polymeric Substance, qui forment une sorte de glu. Hein, plusieurs auteurs utilisent le terme, une glu biologique, qui vient donner la fameuse cohésion, homogénéité et quelque part densité, compacité à ces granules. Mais les fonctions épuratrices du consortium biologique sont en partie les mêmes, et on verra avec des avantages supplémentaires. Pour donner une image, vous avez sur la droite des images en tomographie. Hein. On s'amuse à découper en rondelles les granules, on les photographie, on reconstitue une image après. Donc là, vous voyez cette fameuse forme ronde, cette homogénéité, cette relative compacité. On le voit bien sur les images. Et si on veut illustrer les adjectifs qu'on a utilisés auparavant, un petit tableau avec des données numériques. Plus compact, plus dense, là où la masse volumique d'un floc de bois activé est de l'ordre de 1003 à 1005 kg par mètre cube, on est résolument au-delà de 1010, 1030. Ça peut être un peu plus s'il y a des précipitats minéraux dans les granules. Les tailles, là où on est inférieur à 0,3 mm, souvent 0,2 mm pour des flocs, on est largement au-dessus de 0,2 mm jusqu'à 2 mm sur les granules. Certains granules, notamment cultivés en laboratoire sur des effluents de synthèse, peuvent même être plus gros, hein, atteindre 4-5 mm dans certains cas. Et un facteur de sphéricité nettement plus élevé. Le facteur de sphéricité, quand c'est 1, c'est une sphère parfaite. Hein. Donc plus on se rapproche de 1, plus on a cette forme sphérique. 0,2 à 0,5 sur des flocs. Et très honnêtement, c'est souvent plutôt 0,2 que 0,5. Et de 0,7 à 0,9, et vous le voyez de toute façon sur les images, pour les granules. Donc tout ça, tous ces facteurs contribuent en fait à avoir une vitesse de décantation nettement plus élevée, là où la vitesse de décantation des flocs est de 1 à 3 mètres heure. On a des vitesses de décantation qui vont de 10 à 70 mètres heure pour les granules, et c'est une des caractéristiques principales qui nous intéressent dans les granules. Alors, ceci étant dit, comment on fait pour, en lieu et place d'une bois activée, comment on fait pour développer des granules? Là aussi, il y a une littérature abondante. Beaucoup d'équipes travaillent ces dernières années, et depuis maintenant largement une dizaine d'années sur ces sujets-là. Un sort de consensus, depuis maintenant depuis quelques années, s'établit autour de 4 grands facteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais 4 grands facteurs qui permettent de favoriser la granulation. Le fameux, je pense que beaucoup en ont entendu parler, la fameuse succession festin-famine, et pour être plus précis, festin-anaérobie, famine-aérobie. Donc, en gros, c'est quoi? On verra juste après dans les réacteurs. On va consommer toute la DCO facilement biodégradable dans une première étape. C'est le festin anaérobie. Et on verra en flux continu comment on relève ce défi. Pour derrière être dans le bassin de traitement de nitrification, dans des conditions de famine, donc d'absence ou de quasi-absence de cette DCO facilement biodégradable. Et ça, pour différentes raisons, on n'a pas le temps de rentrer forcément dans le détail là, mais pour différentes raisons, ça va être un facteur essentiel pour favoriser la granulation des boues.
La pression de sélection hydraulique, là pour le coup, on va jouer sur le paramètre qu'on a évoqué en tout dernier dans le tableau, la vitesse de décantation. Il y a une des vitesses de décantation extrêmement différentes entre les flocs d'un côté, entre les granules de l'autre. On va utiliser cette différence de vitesse de décantation pour trier, garder les granules dans le système, évacuer préférentiellement les bouts, les flocs, les bouts floculaires, si vous me permettez le terme, du système. Deux autres facteurs sont fréquemment cités et ont régulièrement été expérimentés. Exercer des forces de cisaillement. Ça, c'est par exemple en ayant une aération extrêmement vigoureuse dans le système. Il est assez compliqué, pour des raisons, je pense, assez évidentes, de jouer directement sur ce facteur. Donc on ne le fait pas, nous, dans le procédé Biflo AGS. Et enfin, l'âge de bout. En gros, il est quand même relativement compliqué d'obtenir une granulation à la fois efficace et pérenne avec des âges de bout faibles. Bon, ça tombe bien parce que les procédés qui nous intéressent en général sont des procédés où on veut faire notamment de la nitrification, dénitrification, et on est sur des âges de bout relativement élevés. Donc ce paramètre, on joue dessus. Donc dans le procédé Biflo AGS, on joue sur les deux premiers facteurs de granulation, le festin-famine et la pression de sélection hydraulique. Festin-famine, on joue dessus en utilisant... Non, il y a des choses qui ont disparu. Je vais les encadrer, mais bon, peu importe. Donc on va séparer le réacteur biologique donc en trois grandes zones. Une zone de réacteur anaérobie dans lequel on a notre fameux festin anaérobie. On va assimiler le maximum de DCO facilement biodégradables. On va, je pense que à peu près tout le monde l'aura compris, on va développer des PAO. On a derrière un réacteur biologique de nitrification, dénitrification, somme toute assez classique. Et au milieu, on a une zone dite de sélection biologique qui va être là pour permettre le fonctionnement en flux continu. En flux continu sur une eau usée urbaine, ça veut dire qu'au fil de la journée, on a des variations qui peuvent être relativement importantes de flux hydraulique, mais également de charges polluantes. Et les sélecteurs biologiques sont là pour venir étendre le temps de festin anaérobie, ou au contraire le réduire, pour, au fur et à mesure que les variations arrivent en tête de station, on est toujours le fameux festin-famine qui soit le plus parfait possible. Et c'est un facteur essentiel pour avoir une bonne granulation et pour que cette granulation soit la plus pérenne possible, que les granules restent de manière la plus sûre possible dans le système. Derrière, on est en flux continu. Derrière, avant l'ouvrage de clarification, qui est un ouvrage classique sur un système épuratoire à flux continu, on intercale un sélecteur physique, qui est un ouvrage de décantation, mais qui fonctionne à une vitesse relativement élevée, qui permet de purger, de laisser partir de ce sélecteur physique les bouts floculaires et de garder les bouts granulaires qui ont cette fameuse vitesse de décantation beaucoup plus élevée. Donc on garde préférentiellement dans le système les granules, on en évacue les bouts floculaires, qui sont bien sûr retenus sur le clarificateur. Il est hors de question de laisser partir avec les fluents traités. Donc ces bouts floculaires sont retenus sur le clarificateur, elles sont en partie recirculées, mais bien sûr c'est là qu'on va purger prioritairement. Donc on va purger prioritairement du système les bouts floculaires, garder dans le système les bouts granulaires. C'est vrai jusqu'à un certain point, parce qu'il faut bien sûr de temps en temps purger aussi les bouts granulaires. Hop, si tu peux, ça marche. Non, ah oui, c'était là. Ah. Ça marche pas? Alors, au fil des essais qu'on fait depuis maintenant 6 ans, des démonstrateurs qu'on construit et qu'on opère, on s'est aperçu que la granulation Biflo, cette granulation à flux continu, avec les techniques qu'on vient de passer en revue, elle avait quand même certains intérêts, et notamment l'intérêt d'être un assez bon compromis en termes de granulation. On va
en termes de formation de granules, on va moins loin en pourcentage de granules que certains procédés, que ce que certains procédés peuvent faire. On a des pourcentages de granules un peu moins élevés par rapport à certains procédés où on ne fait que densifier. On peut aussi densifier pour aller vers des granules, bien sûr, mais on a plus de granules pour autant. Et donc, ce qui nous importe au final, c'est des capacités à décanter. Donc les fameux SVI, les Sludge Volume Index qui sont bas. On a des SVI qui sont résolument bons, résolument inférieurs à 50. Mais avec malgré tout une fraction de boue flocculaire, de boue de type boue activée. Et la présence en cohabitation avec les granules relativement bien formés et pérennes, la présence de ces boues flocculaires, de ces flocs, elle a un véritable intérêt en termes de rétention des MES. Parce que autant les granules ont quand même une assez faible capacité à venir capter par absorption, on parle d'absorption, les MES, autant les flocs, on le sait, ont bien sûr une grande capacité à venir capter ces matières en suspension. Donc avoir un certain pourcentage est relativement pérenne et maîtrisé. Vous avez compris, avec notre procédé, on sait doser avec les extractions qu'on fait ce qu'on aura en granules, ce qu'on aura en boue flocculaire. Avoir cette portion présente, elle présente un intérêt à ce niveau-là, bien entendu. Alors, quels avantages? Les avantages des boues granulaires, ils sont bien connus maintenant. Ça joue sur la fameuse vitesse de décantation dont on parlait tout à l'heure. Et pour faire simple, qui va permettre de travailler à des concentrations beaucoup plus élevées. Typiquement, là où on travaille à 4 grammes, 4 grammes 5 de MES par litre dans les bassins, on va travailler à 2 fois plus. On va travailler à 7 à 9, 8 grammes litres dans les bassins. Si on est sur une boue activée, on le sait, je pense tous, ça va poser d'énormes problèmes de décantation. Ce n'est pas gérable. Avec des boues granulaires, on sait travailler à ces 8 grammes litres sans aucun problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge volumique, la quantité de DCO, de pollution qu'on sait traiter par mètre cube de réacteur, elle est 2 fois plus importante. 1,2 à 1,4 kg de DCO par mètre cube de réacteur et par jour, ou pour un volume de réacteur donné, si on est en réhabilitation, la capacité à traiter 2 fois plus de charge que si on était en boue activée. Les vitesses ascensionnelles dans le clarificateur, l'ouvrage final, derrière notre trieur physique, elle peut être aussi plus élevée. Vous savez qu'en France, on travaille en général à 0,6 m/h sur le clarificateur. Là, on sait travailler à 1, 1,2, voire dans certains cas 1,4 m/h sans aucun problème, parce qu'il y a des concentrations de boue qui vont vers le clarificateur qui sont beaucoup plus faibles. Et ces boues sont malgré tout des boues qui ont subi une certaine densification. Donc elles ont une décantabilité qui n'est pas mauvaise. Donc 2 fois moins de biologie, on l'a dit, pour faire le même travail. Et dans la mesure où la sélection la pression de sélection biologique qu'on a mis en œuvre a permis le développement assez important de PAO, d'organismes accumulateurs de phosphore, la déphosphatation biologique, qui se fait par suraccumulation du phosphore, a une meilleure efficacité. On considère en général 60% sur une boue activée classique. On observe entre 75 et 85% de déphosphatation biologique sur une boue granulaire aérobie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, 2 mg litre est atteignable sans ajouter de sel de fer ou d'aluminium. Et si on doit atteindre des valeurs plus basses, en vue par exemple de la future DRU, on pourra l'atteindre en mettant moins de réactifs, ce qui évidemment est particulièrement intéressant. Donc, diminution des volumes ou augmentation des charges traitées pour un volume donné et meilleur rendement de déphosphatation, économie de réactifs. Petite image sur laquelle on peut passer assez vite, qui illustre l'économie en termes d'occupation au sol et donc en termes de capex, d'investissement bien sûr, lié à cette compacité. Les bassins d'aération, 2 fois moins de volume, 2 fois moins de surface au sol. Les clarificateurs, une surface au sol quasiment divisée par 2 ou en tout cas très fortement réduite. Évidemment, les pré-traitements ou les traitements des boues restent, on s'en doute, restent les mêmes. Mais une économie absolument substantielle sur l'occupation au sol, donc un des enjeux qui a été évoqué tout à l'heure, et en termes de capex, bien entendu.
Alors, ce procédé, il a été testé, enfin pas testé, il a été. On a fait une démonstration de longue durée, de plus de 18 mois, sur la station d'épuration de Namur que vous voyez ici à l'écran, qui est une station d'épuration d'une centaine de milliers d'équivalents habitants. Donc, un démonstrateur qui traitait environ 200 équivalents habitants a fonctionné pendant plus de 18 mois. Sur cette station d'épuration, vous voyez le petit container en haut à droite de l'image, et quelques résultats dans le temps qui nous est imparti. Donc l'évolution du fameux indice de boue, le Sludge Volume Index, qui une fois de plus caractérise la décantabilité de la boue. Donc là, on a fait figurer deux choses: le SVI 30, qui est le SVI traditionnel qu'on a l'habitude d'utiliser sur les boues activées. En boue granulaire, on a l'habitude aussi d'utiliser le SVI 5 au bout de 5 minutes, parce que ce sont des boues qui décantent tellement vite que ce SVI 5 a déjà une vraie représentativité. Là où il n'en a que très peu en boue activée, parce en boue activée classique, il se passe pas grand-chose au bout de 5 minutes. Et d'ailleurs, les SVI 5 et 30 ont tendance à se rapprocher sur les boues granulaires. Donc on voit au fur et à mesure de la granulation, vous doutez, une démonstration de ce type-là, on a fait varier plein de paramètres dans tous les sens, etc., en eau réelle, en conditions réelles. Et donc, au fur et à mesure de la granulation, on voit le SVI. Donc, les granules se forment, s'implantent, restent en place, et on voit les SVI qui descendent très nettement en dessous de 50. Vous voyez, on a des SVI qui se promènent, par exemple, entre 20 et 40 ici. En tout cas, assez résolument en dessous des 50 millilitres par gramme. Pour info, le SVI d'une boue activée, pour ceux qui n'auraient pas ça en tête ou qui l'auraient oublié, c'est des SVI qui vont se promener entre 80, 90 et plus fréquemment 100, voire 120. Au-delà de 120, on a coutume ou 130, on a coutume de dire qu'il faut commencer à se poser des questions. Mais en tout cas, c'est des valeurs à peu près normales. Donc on est vraiment, vraiment beaucoup plus bas. Alors la qualité d'eau traitée, quelle qualité d'eau traitée, c'est évidemment un point essentiel, c'est l'objectif final, bien entendu. Une qualité d'eau traitée que je vous laisse découvrir, on va pas passer tout en revue, mais qui en gros était exactement du même ordre que la qualité d'eau traitée sortant de l'installation en aération prolongée sur laquelle nous étions implantés et dont on traitait les fluents pré-traités. Donc des paramètres que vous découvrez ici, avec une valeur de phosphore en entrée un peu basse. On est sur une eau qui est un peu diluée, parce que ce ne sont pas des réseaux purement séparatifs. Donc avec une entrée à 5, une valeur en phosphore de 1,2, sans adjonction de traitement physico-chimique, sans sel de fer ou d'aluminium. Quand on a eu des valeurs qui s'approchaient de nos valeurs plus françaises, de 10, 11 mg litre, on est aux alentours on est à 2 mg litre en moyenne, toujours sans adjonction de sel, de fer ou d'aluminium. Donc si on veut descendre plus bas, il faut bien sûr mettre des réactifs, mais en quantité bien moindre. Voilà. Merci Olivier. Ça me paraît clair et intéressant. Si je résume bien, le Biflo AGS est une solution efficace pour réduire l'emprise au sol des nouvelles installations, mais aussi des installations à rénover avec lesquelles on peut gagner beaucoup de capacité tout en gardant l'emprise identique. C'est également, tu me dis si je dis des bêtises, mais une solution efficace pour limiter les consommations d'énergie et de réactifs, comme tu viens de l'expliquer. Et puis c'est aussi une solution efficace et facile à exploiter de par sa technologie en flux continu qui facilite énormément qui simplifie l'exploitation au quotidien, qui évite l'aspect batch dont tu parlais tout à l'heure. Ça me paraît extrêmement intéressant et du coup ça me permet d'être content d'annoncer que nous sommes partenaires, donc Stero en tant que constructeur d'usines de traitement d'eau
et John Cockerill, donc, qui a développé le Biflow AGS. Nous sommes partenaires pour proposer la technologie en France. Et donc nous sommes aussi. Alors actuellement, nous avons un démonstrateur qui est en place sur une station d'épuration en région parisienne, à Évry, et nous serions donc très heureux de vous en dire plus et de vous montrer un petit peu plus de détails sur cette technologie et ses intérêts, éventuellement en vous emmenant sur place s'il le faut, et au moins en tout cas en répondant aux questions maintenant si vous le souhaitez et si vous en avez. Voilà, donc nous pourrons de toute façon nous retrouver après sur le stand pour en discuter, mais d'ores et déjà s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Bonjour, je me présente Belhaj Soulami, je dirige un bureau d'études de traitement d'eau et d'environnement au Maroc, et on travaille beaucoup sur l'épuration, surtout industrielle, et je me posais la question dans votre comparaison des boues activées et votre système qui semble très intéressant. Est-ce que c'est une comparaison toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en partant du pré-traitement qui est identique? C'est le point de départ. Oui. Ça, c'est la première question. La deuxième, donc pour ce qui est volume et caractéristiques, donc c'est le volume global. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que faites-vous des émanations de mercaptan et de H2S éventuellement sur la phase anaérobie? Alors, donc la première question, qu'est-ce que ça change d'autre en gros sur la filière, hein? Oui, avoir le global. Oui. Absolument, absolument. Hein, donc au niveau, donc on prend des eaux pré-traitées ou des eaux décantées primaires, mais il n'y a pas d'imposition particulière typiquement par rapport à la phase de pré-traitement. Ce n'est pas un bioréacteur à membrane où il va falloir tamiser à 1 mm par exemple les eaux, parce que sinon on va avoir des problèmes de colmatage sur les membranes. On n'a pas ce type de contrainte. Donc les pré-traitements peuvent être des pré-traitements tout à fait classiques, les mêmes que ceux qu'on aurait mis si on avait construit une boue activée, aération prolongée. Donc là, on compare vraiment les mêmes choses. Hein, tout à fait. Après, pour ce qui est des émanations gazeuses, y a pas de nombreuses études ont été faites là-dessus aussi, hein, notamment sur les émanations d'azote, hein, de composés azotés, et on note pas sur les soufrés, on note pas de différence. Hein, les émanations de composés soufrés, qu'ils soient H2S, diméthyldisulfure, mercaptan, etc. Il n'y a pas dans les études qui sont disponibles. Hein. Après, c'est des voies qui seront certainement à continuer à investiguer dans les années qui viennent, mais il n'y a pas de particularité là-dessus. Hein. On est sur des âges de boue qui sont les mêmes. Hein, en gros, des âges de boue de l'ordre de 20 jours, typiquement. Hein. Les âges de boue sont les mêmes, les débits d'aération sont les mêmes pendant les phases d'aération. On ne note pas au niveau des dégagements gazeux dans les études qui ont été faites. Il faut toujours rester prudent, mais dans les études qui ont été faites et dans la théorie quelque part, il n'y a pas de différence particulière. Ah, et les pré-traitements sont les mêmes. Il ne marchait pas, hein, je crois, l'autre. Hein. Vous m'entendez là ? Là, ça va. Merci. Bonjour, Ronny Sarfatid, directeur technique Hydromaris. J'ai deux questions. D'abord, donc ça ressemble énormément de ce que je vois à la technologie, je ne sais plus quel est son nom, de DHV, je crois que c'est eux qui ont inventé ça. Hein, technologie Nereda. Voilà, exact. Donc quelle est la différence par rapport à ça? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, donc je vois l'avantage évidemment, c'est de réduire l'espace. Et donc il y a une autre technologie, le MBBR IFAS,
IFAS, qui réduit aussi. Est-ce qu'il y a moyen de coupler les deux, de mettre et les fameux petits bouts de plastique et en plus de faire comme ça avec l'anaérobie pour gagner encore plus en compacité? Merci de cette question. Alors, pour la première question, donc la technologie Nereda est une technologie à bout granulaire aérobie, bien entendu. Hein, c'est une technologie pionnière dans les bouts granulaires aérobie, issue des travaux de l'université de Delft aux Pays-Bas. Et la grande différence, c'est que Nereda fonctionne en discontinu, en SBR, en Sequencing Batch Reactor. Donc là, l'énorme différence qu'on a avec Nereda, c'est d'être sur un fonctionnement, si tu veux aller sur le schéma, peut-être encore une diapo avant, c'est d'être vraiment sur un fonctionnement, pour le coup, continu. Donc on absorbe en direct, sans bassin tampon, sauf s'il y a un bassin d'orage, par exemple, s'il y a des débits de pluie très importants, mais en situation normale, sans avoir besoin de tamponner, ce que j'expliquais, les fluctuations tant hydrauliques qu'en charge polluante de l'effluent urbain, qui sont indissociables de tout effluent urbain, on les absorbe en continu grâce à notre fameuse zone de sélection biologique qui, quel que soit ce qui arrive, va permettre d'avoir un parfait festin-famine et d'être toujours dans des conditions entre guillemets idéales de formation et de maintien des granules aérobie. Et la deuxième question, alors la compacité, un facteur 2 de compacité, dans nos métiers, il y a plusieurs façons de l'atteindre, effectivement. Il y a ces nouveaux procédés des bouts granulaires aérobie, mais vous l'avez dit, il y a les MBBR, les Moved Bed Biofilm Reactor, où on a des petits garnissages qui sont colonisés par du biofilm et qui sont en suspension dans un réacteur. Je pourrais vous dire également qu'il y a les BRM, les bioréacteurs à membrane, ou Membrane Bioreactor en anglais, qui, en gros, les deux apportent quasiment le même facteur de compacité, facteur de compacité de 2. On réduit les volumes par 2. Pourquoi? Parce que avec un bioréacteur à membrane, on peut travailler aussi à 8 grammes litres, parce qu'on n'a plus la problématique de devoir décanter, puisqu'on sépare par une membrane, voilà, avec d'autres problèmes. On nous sommes bien d'accord, avec d'autres problèmes, mais c'est une membrane qui sépare au final, donc on n'est plus lié par les problématiques de décantation, donc on se permet aussi de monter à 8. Les MBBR, c'est autre chose, on fait appel là à des biofilms qui se développent sur des garnissages. Alors moi, je vais vous dire, on est aussi de grands amateurs de MBBR, par exemple sur les effluents industriels. Il y a des domaines dans lesquels, en papeterie, par exemple, sur effluents papetiers, on utilise énormément les MBBR. Ce sont des formidables outils. Ils ont un inconvénient, qui est la consommation énergétique. En gros, un MBBR va consommer facilement 20 à 25% d'énergie en plus qu'une boue activée classique. Parce que il faut d'abord il faut de l'énergie pour mettre en mouvement les garnissages. Et deuxièmement, on l'oublie souvent, mais il faut maintenir une concentration en oxygène dissous dans le milieu nettement plus élevée pour aérer le biofilm, pour que l'oxygène puisse pénétrer dans le biofilm. Donc là où on travaille à 2 mg litre d'oxygène comme sur une boue activée, il faut être à 4 sur un MBBR. Donc voilà, il faut à la fois maintenir les garnissages en mouvement et travailler à des concentrations plus élevées. En gros, 20, il y a à peu près un consensus là-dessus, et puis surtout les faits le prouvent, on est à 20-25% d'énergie en plus. Quand on n'a pas trop le choix, sur certains effluents industriels, c'est très bien. Clairement, en eau usée urbaine, les bouts granulaires aérobie sont une sacrée alternative. Je pourrais après développer, il y a encore d'autres intérêts, c'est que en MBBR, l'étape de séparation finale on est souvent obligé de mettre des flottateurs. Les flottateurs ne sont pas les ouvrages les plus simples à exploiter en eau urbaine. On sait bien les exploiter en eau industrielle, c'est moins facile en eau urbaine. Et donc, la fin de ma question, c'était est-ce qu'on peut coupler, est-ce qu'on pourrait, dans la famine aérobie, rajouter, mettre un MBBR là-dedans, et donc optimiser encore plus? Alors ça sera un IFAS à ce moment-là, parce qu'on aurait à la fois des granules et du biofilm. Je vous avoue que je pense pas, enfin à ma connaissance, ça n'a jamais été testé. Les granules ont déjà une telle capacité en fait à venir augmenter la concentration dans les bassins. Vous savez, on est à 8 grammes litres, on l'a dit. 8 grammes litres, c'est un peu la limite qu'on se fixe. Quand on fait des bioréacteurs à membrane, au tout début, il y a 20 ans de ça, 25 ans, quand on a commencé à faire des bioréacteurs à membrane, on les faisait fonctionner à 12 grammes litres, voire plus. On s'est aperçu que c'était quand même assez problématique parce que
Bon, pour ceux qui connaissent le facteur alpha, hein, qui régit un peu l'aération et qui nous dit quelle énergie il va falloir consommer pour aérer, il s'effondre hein, à ces valeurs-là. Et depuis, les bioréacteurs à membrane, comme par hasard, on les fait fonctionner aux alentours de 8 grammes litres. En tout cas, jamais au-delà de 10. Donc, en se mettant 8 grammes litres, sans avoir de problème de décantation, on est très optimal en fait. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de se compliquer trop la vie, si vous me permettez l'expression. Hein, voilà. Bonjour, Xavier Lefebvre de l'INSA de Toulouse. J'aurais une question justement sur l'énergie. Oui. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des bilans énergétiques et comparatifs par rapport à une voie activée? Est-ce que vous avez parlé aussi de réduire les consommations énergétiques? Est-ce que vous avez des chiffres à avancer ou... Alors, oui, c'est évidemment une très très bonne question puisque ça peut être mis en avant dans certaines publications. Nous, nos essais, notre retour pour l'instant, c'est que on n'a pas un gain énergétique suffisamment significatif pour qu'il soit mis en avant de manière ferme et qui donne lieu, par exemple, à des garanties particulières. Donc, on est sur des consommations énergétiques qui sont les mêmes qu'une aération prolongée. Ce qui est bien, parce qu'on travaille à 8 grammes litres. Hein, donc ça veut dire que normalement, on devrait être un peu plus élevé, parce qu'on a ce fameux facteur alpha là, qui descend. Hein, en gros, on est à 0,5, 0,55 en facteur alpha. Donc normalement, enfin, vous le savez, hein, ça veut dire qu'on devrait consommer un tout petit peu plus. Ce n'est pas le cas. On est sur des consommations qui sont à peu près les mêmes. Certains procédés revendiquent une moindre consommation. Cette moindre consommation, elle ne peut être à notre sens, hein, mais bon, lié qu'à l'absence, par exemple, de recirculation. Hein, si on est sur un SBR, on n'a pas de recirculation, évidemment. Donc, il n'y a pas les consommations énergétiques des pompes de recirculation. Mais de notre expérience, des très longs essais, hein, ça fait 5 ans hein, qu'on pilote, qu'on démontre, etc., on n'a pas noté de consommation énergétique significativement plus basse qu'une boîte activée. Ce qui, du point de vue de la théorie, n'est pas si surprenant que ça. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Vous juste, pour une précision, parce que vous disiez que vous emmeniez les bouts non granulaires sur le clarificateur. Oui. Du coup, si vous emmenez les bouts non granulaires sur le clarificateur, je comprends pas que vous puissiez passer plus vite qu'à la normale. Alors, on amène les bouts non granulaires sur le clarificateur. Sauf qu'évidemment, ce qu'on amène, c'est pas 8 grammes litres. C'est même pas les 4 grammes litres qu'on amène sur un clarificateur classique. On amène sur le clarificateur ce qui part de notre trieur physique, c'est-à-dire entre 250 et 500 mg litres. Et donc, effectivement, un clarificateur à ces concentrations-là, avec qui plus est des bouts qui ont quand même subi une petite densification. Hein, ce ne sont pas des granules, clairement. Mais c'est un peu plus dense malgré tout que des flocs classiques. Et surtout, la concentration est beaucoup moins élevée. Donc on sait, hein, depuis tous les travaux qui ont été faits par l'ATV, par l'INRAE, etc., qu'il y a quand même une relation très forte hein, entre la concentration qui est admise sur un clarificateur et la vitesse à laquelle on peut passer. Donc c'est les deux paramètres. On rentre à des concentrations très faibles par rapport à une boîte activée, hein, 500 mg litres versus 4 grammes. Et ce sont des flocs, des boules floculaires qui ont déjà subi une petite densification. Voilà. Merci. Bonjour. J'ai 2 questions. Premier, c'est est-ce que vous avez déjà testé sur des sites industriels? Deuxième, c'est souvent les sites industriels, ils ont déjà une STEP. Donc, est-ce que votre technologie peut modifier des steps existants, greffés sur des sites déjà existés? Alors, je me permets de répondre d'abord à la deuxième question. Donc, la technologie, oui, un de ses grands intérêts, et je pense que hein, ça vous a pas échappé évidemment, c'est de pouvoir être utilisé en réhabilitation d'installations existantes, puisque on va pouvoir prendre un ouvrage sous certaines réserves. Il y a toujours des limites, bien entendu, mais un ouvrage d'un bassin d'aération, hein, typiquement, qui fonctionnait par exemple en aération prolongée, et avec un certain nombre d'adaptations et modifications, du compartimentage, des choses comme ça, on va pouvoir le transformer en réacteur bout granulaire aérobie et donc augmenter quasiment multiplier par 2 sa capacité de traitement. L'avantage de Biflow AGS, c'est qu'on n'a pas la contrainte du SBR. Hein. Quand on veut transformer un ouvrage en sequencing batch reactor,
pour faire du sequencing batch reactor, on a besoin quand même d'avoir une certaine hauteur de profondeur d'ouvrage pour avoir toutes ces fameuses phases. Nous, on n'a pas ça, puisqu'on est en flux continu. Les réacteurs travaillent toujours au même niveau. Donc, un réacteur de bout activé peut être assez facilement transformé en réacteur bout granulaire, aérobie. La première question. Alors, oui, tout à fait. Les turbines, vous vous souvenez du troisième facteur favorisant le cisaillement. Donc, les turbines, ça crée des forces de cisaillement. Aux limites près du compartimentage, bien sûr. Mais après, c'est plus du génie civil que du procédé de traitement d'eau. Et pour votre première question, madame, donc, alors bien sûr que les bouts, les eaux industrielles, les eaux usées industrielles sont une cible majeure. C'est une des grosses activités de John Cockerill environnement en France, avec la société Proserpol, le traitement des eaux industrielles. Donc, ça nécessite des essais. Ça nécessite des essais. Il faut savoir que d'une manière générale, les bouts granulaires aérobies n'ont quasiment pas été utilisés à ce jour en eau usée industrielle. Y compris donc les premiers, ceux qui étaient les premiers sur la place, Nereda dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu très peu d'expérience. Nous, à l'heure où on se parle, on fait des essais de longue durée sur différents types d'eau industrielle. Ce n'est pas, je dirais, c'est moins trivial que ça ne l'est en eau usée urbaine. En eau usée urbaine, on n'a jamais eu de problème de granulation. Ça marche très bien. En eau usée industrielle, vous le savez, il existe un nombre très très grand de typologies d'eau usée industrielle, et donc ça, voilà, a priori, ça marche dans pas mal de cas. Il est au fur et à mesure qu'on va acquérir de la connaissance et qu'on va garnir notre bibliothèque d'essais, on sera de plus en plus, je dirais, sûr du coup là-dessus. Mais pour l'instant, ça peut nécessiter un essai, voilà, mais qui est assez facile à faire. Ouais, je pense qu'on peut. Si ça va être l'heure, je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ? Ah oui. Une dernière, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre. C'est cette sélection biologique. Pardon ? La sélection biologique que vous avez annoncée. Vous pouvez en dire plus ou ça fait partie de votre du secret Non, la sélection biologique, elle a été largement explorée par plein d'équipes qui travaillent dessus depuis 15 ans maintenant. C'est ce fameux donc festin-famine, clairement, qui agit sur plusieurs choses. Il va favoriser par exemple les PAO. Il va favoriser aussi une certaine hydrophobicité des consortiums qui ont plus de facilité à s'agréger entre eux. Ce sont deux facteurs qui jouent beaucoup. Après, ce qui est vraiment spécifique dans notre procédé, c'est d'arriver à faire ça sans être dans un sequencing batch reactor. Et donc, en prenant en compte les fameuses variations de flux hydraulique, de charge entrante, d'avoir ce fameux festin-famine. Et c'est une fois de plus toute la raison d'être de cette zone de sélection biologique, donc qui va soit fonctionner en anaérobie, soit fonctionner en aération. On peut en dire plus, parce qu'on a déjà publié des choses. Donc le sélecteur biologique, c'est un bassin qui est séparé en deux zones. Ces deux zones sont équipées de rampes d'aération. Elles peuvent donc fonctionner soit en prédécesseur du bassin biologique, soit, si bien sûr on n'aère pas, en poursuivant la zone d'anaérobie et donc le fameux festin anaérobie. Et toute la difficulté et le savoir-faire de cette sélection biologique, c'est dans la régulation de ces deux ouvrages successifs de sélection biologique, comment gérer le fait qu'elles vont être soit en anaérobie pour poursuivre l'anaérobie, soit au contraire en aération. Donc c'est ça qui est le cœur. Et là, effectivement, on n'en dira pas forcément plus sur la régulation proprement dite, mais c'est dans cette régulation-là que se niche quand même un des secrets du procédé. En dehors du fait, bien sûr, qu'il va se combiner à la sélection physique. Il faut avoir en tête que la sélection biologique seule ne permet pas d'assurer une granulation pérenne.
On peut granuler, mais cette granulation va être fragile, ne va pas être forcément durable dans le temps. Quand on l'associe à une sélection physique comme celle-là, on assure, donc déjà la montée en granulation est plus rapide et on assure une bonne pérennité à cette granulation. La sélection physique pure, elle existe, puisqu'elle peut être mise en œuvre dans certains autres procédés. Souvent, après voilà, il faut toujours rester prudent, mais souvent les SVI qu'on atteint sont un peu moins performants, un peu moins bas. Voilà. Donc c'est la combinaison des deux, pardon François, qui est intéressante. Non, mais je voulais juste clôturer et terminer et te remercier pour toutes tes précisions. Je voulais juste préciser que en fait l'objectif, le parti pris et l'intérêt quelque part du Biflo AGS, c'est de pouvoir proposer les boues granulaires qui sont connues et étudiées depuis longtemps, mais en flux continu. Donc c'est bien ça le sujet, c'est de rester en flux continu pour pouvoir s'adapter au mieux aux rénovations des stations d'épuration qui doivent être augmentées en capacité, ou même travailler sur des stations d'épuration nouvelles. Ça se fait aussi, effectivement, mais l'objectif, c'était vraiment ça, d'offrir les boues granulaires en flux continu. En tout cas, merci à tous. On va s'arrêter là, je pense, Olivier. Absolument. Donc, on rappelle que n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand John Cockerill, Hall 5, F040, à peu près au milieu du hall. Donc nous sommes là tout le salon. Donc n'hésitez pas si vous voulez poursuivre la discussion. On est là pour ça. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci à vous.